Mesdames et messieurs, je vous en prie, si vous voulez bien prendre place, vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le préfet, si vous voulez bien montrer l'exemple pour que nous puissions redémarrer nos travaux. Alors, 1200, c'est le nombre de couverts que le traiteur et les équipes du Tarn ont servi à l'instant. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait le menu et on sait d'où viennent tous les produits que vous avez consommés. Les pois chiches de la maison Ali Germa, le pain Locantel, l'eau plate de Montroucous, l'eau péillon de la Salvetal, le Roquefort bien sûr, et le Gaillac. Je voudrais, mesdames et messieurs, pour leur accueil, la qualité de leur accueil et la sympathie du Tarn, vous voyez, j'aborde fièrement cette fois-ci le badge des équipes du Tarn, qu'on remercie les équipes du département par des applaudissements. Merci à vous et merci à eux. Deux grands thèmes cet après-midi, le social, bien sûr. On va parler beaucoup de vieillissement et puis des jeunes aussi, bien sûr, mais on va parler du RSA dans un instant. Thibaut Guilhuy, patron de France Travail, est avec nous. Et puis la décentralisation, Madame Gatel, la ministre, est avec nous, bien sûr, et on parlera de ces différents aspects, des limites du toujours plus grand et aussi des problématiques de financement. On commence tout de suite et je vous demande de m'aider à accueillir le grand témoin qui va démarrer cet après-midi avec nous pour la problématique du social, le célèbre économiste de la santé, M. Frédéric Bizard, s'il vous plaît. Cher Frédéric, venez, je vous en prie. Prenez place. Alors, on va évoquer la capacité, d'abord les missions sociales des départements, ce qu'ils essayent de mettre en œuvre dans les difficultés qu'ils ont aujourd'hui et donc la soutenabilité de l'action sociale des départements. Vous êtes Frédéric Bizard, économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Vous êtes président d'un think tank que vous avez créé, et je vais y revenir, l'Institut Santé, qui essaye de repenser les modèles sociaux. Vous êtes professeur d'économie à l'ESCP Europe à Paris, et vous êtes auteur des Itinérants de la santé, quel futur pour notre système de santé, qui est paru chez Michalon. Vous consacrez toute votre énergie et vos réflexions à repenser donc nos modèles sociaux. Et vous le faites, c'est ça le think tank, donc l'Institut Santé, en confrontant vos hypothèses avec ceux qui sont sur le terrain, les médecins, des soignants, des élus, avec le privé d'ailleurs, comme avec le public. On va essayer d'analyser la crise que vivent en ce moment les départements à propos de leur action sociale, et on va voir comment on peut refonder ce domaine. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. On va se pencher en particulier sur le vieillissement et l'autonomie. Quel est le diagnostic? Quel diagnostic faites-vous de la crise des départements? Frédéric Bizard. Bien, tout d'abord, merci beaucoup. Je suis très honoré d'être ici. Merci à l'Association des départements de France, à son président de m'avoir invité. Alors, peut-être en deux mots d'introduction, c'est les limites de mon intervention. Moi, je suis macroéconomiste, c'est-à-dire que je m'intéresse aux modèles, à repenser les modèles. Je ne suis pas un spécialiste de la place des départements dans ces modèles, mais évidemment, quand on repense les modèles, on repense les différentes institutions qui sont partie prenante du modèle. Et quand on repense, par exemple, la perte d'autonomie des personnes âgées, les systèmes de santé, évidemment, on voit bien que le département est un gros morceau. Mais j'interviens avec beaucoup d'humilité parce qu'encore une fois, je peux très largement me tromper lorsque je vous parle du département dans la refonte. Évidemment, j'essaye d'avoir, comme ça a été dit, une approche à la fois théorique et pratique, déductive et inductive. Pourquoi est-ce qu'il d'abord il faut faire un diagnostic ? C'est parce que peut-être que cette crise que vous traversez, c'est peut-être un mot excessif, en tout cas ces tensions que vous traversez, vous voyez déjà, il faut essayer de les qualifier, je ne sais pas, mais parlons de crise. Il faut encore être capable de bien la définir, d'en définir les causes. Dans les transformations profondes de notre société, je ne connais pas de système qui voit ses finances dériver sans qu'il y ait des causes profondes au-delà des aspects financiers qui soient responsables de ce dysfonctionnement. Donc je pense que c'est la même chose pour les départements. Est-ce que si je compare les départements à une maison, est-ce qu'il y a un problème de fondation ou est-ce qu'il y a un problème de colmatage ?
que l'on peut faire, et donc continuer à agrandir la maison, puisque si on lance une nouvelle vague de décentralisation, c'est qu'on va mettre un étage de plus. Si la maison est fragile, c'est risqué. Si la maison n'est pas si fragile, allons-y. Mais vous voyez déjà, et je vais vous donner moi ma vision de cette chose-là, je pense que la maison est fragile et qu'il faut renforcer les fondations. Alors, sur le diagnostic, d'abord, j'ai du mal à voir une cohérence, un sens aux différentes compétences et aux différents rôles qui sont confiés aujourd'hui, quand je les regarde dans leur ensemble, au département. Vous êtes le chef de file de l'action sociale. Souvent dit, bon, on va en dire 2 mots, enfin 3 mots même. Vous êtes un opérateur de l'aménagement du territoire, de la vie économique locale, du développement des emplois. Et puis vous avez des bouts de choses, le collège avec l'éducation, et puis le SDIS pour... voilà. Bon. Et les routes. Et les routes, les transports routiers et les routes. Bon. Restons sur ce qui est le nœud gordien, à mon avis, de ce dysfonctionnement, qui est l'action sociale. Vous avez des niveaux d'intervention et des rôles très différents sur la petite enfance, la santé, le handicap et l'exclusion, etc. Vous avez des rôles qui vont de quasi zéro pour la santé à des rôles très importants, par exemple pour l'action sociale de l'enfance et autres. Est-ce qu'il y a une pertinence à tout ça? Est-ce qu'il y a une cohérence? Je peux vous dire que de l'extérieur, il n'y en a pas. Et donc, en général, enfin, en tout cas, il y en a peu. Et pourquoi? Parce que ça s'est construit avec le temps. C'est la faute de personne, encore une fois. C'est construit avec le temps. Le seul problème, c'est que ça pose un problème dans l'efficience des politiques publiques dont vous avez une partie de la responsabilité. Notre système de gestion de la perte d'autonomie ne va pas très bien, le système de santé ne va pas très bien, le système de... Bon, bref, tout ça dysfonctionne et vous en êtes victime, en partie, parce que vous n'êtes pas l'alpha et l'oméga de ces systèmes-là. Et puis, vous avez des bouts, on va y voir. Donc, je pense qu'il y a une petite revue de compétences et des rôles qui s'imposent. Je peux tout à fait me tromper. La deuxième chose qui dysfonctionne, à mon avis, dans le diagnostic, mais ça, je sais que vous le partagez, c'est évidemment, je ne sais pas ce que vous faites à financer toutes ces prestations sociales, comme si vous étiez une caisse d'assurance sociale ou comme si vous étiez l'État en charge de la solidarité nationale. Très honnêtement, je ne sais pas ce que vous faites à financer l'APA, le RSA, le chose. Donc vous jouez un rôle qui n'est pas le vôtre et dont vous n'avez pas le moindre contrôle sur la maîtrise, puisqu'en général, quand on est une institution, on aime bien maîtriser ses dépenses, et on va le voir, vous n'avez pas non plus beaucoup d'actions sur les recettes. Donc là, il y a une incongruité. Alors peut-être qu'on peut vivre avec, hein, je ne dis pas qu'elle est scandaleuse, mais se pose la question de est-ce qu'on ne peut pas régler ça. Troisième et dernier point sur le diagnostic, c'est en effet le manque d'autonomie financière. C'est-à-dire qu'en tant qu'institution extrêmement importante pour la vie des Françaises, dans le fonctionnement de notre pays, je l'ai dit, vous n'avez pas la maîtrise sur vos dépenses, mais vous n'avez pas plus la maîtrise sur vos recettes. Je crois que c'est 8% des impôts locaux qui viennent financer. Le reste, ce sont des dotations ou des choses. Et je viendrai dans la deuxième question, mais je pense qu'il faut revoir cette autonomie financière. Voilà pourquoi je pense que c'est plus un problème structurel qui nécessite de renforcer les fondations qu'un problème conjoncturel dont il suffit de colmater les brèches. Alors, toujours avec cette humilité, mais en même temps cette volonté d'essayer d'être cohérent, de retrouver une cohérence théorique, quels peuvent être les principes alors d'une refondation du projet politique déjà qui amènera aux activités sociales qu'on a citées? Alors, quand on raisonne sur la refonte d'un système ou du rôle d'une collectivité locale, en effet, avant d'aller dans la déclinaison de propositions, évidemment, il faut essayer de trouver quelques principes fondateurs, justement quelques piliers qui vont permettre de renforcer, de refondre ou de reconstruire la maison département. Moi, j'en vois 3, mais il y en a probablement plus. La première, donc ça va vous sembler la suite logique de ce que je viens de dire dans le diagnostic, parce que, et je dirai 2 mots sur le diagnostic, c'est évidemment de repenser vos compétences et vos rôles dans les sujets clés qui vous sont dévolus. Je pense qu'à le département, il faut le voir de 2 façons.
Et vous allez voir que vous êtes la solution à beaucoup de problèmes qu'on n'arrive pas, sur le plan national, à régler. Il faut voir le département comme deux entités. Le département, c'est une unité géographique connue de tous les Français. C'est un territoire. Vous savez, on parle de territoire en permanence. Dans tous les colloques, on vous parle de territorialiser les protections sociales. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas défini ce qu'on entendait par territoire. Vous avez des territoires d'autonomie, des territoires de santé, des territoires... On a construit... Et c'est un échec, la territorialisation. On essaye depuis 20 ans dans les politiques sociales. On a créé des communautés professionnelles de territoire de santé. On a créé des groupements hospitaliers de territoire. On a créé des dizaines de territoires. Il n'y a pas un Français qui connaît son CPTS, son GHT, son territoire d'autonomie. Il n'y en a pas un parce que ce n'est pas fait pour eux. Et j'ai évolué là-dessus parce qu'un territoire, si on prend un territoire de santé, c'est quelque chose qui est plutôt 200 000 habitants et autres. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que le département doit être ce territoire à partir de laquelle on va gérer la protection sociale sur le plan opérationnel, pas sur le plan stratégique. Donc il y a le territoire, unité géographique. Ce n'est pas le conseil départemental dont je parle. Et puis il y a le département, entité politique, qui est piloté par vous. Et là, cette entité politique, je pense, doit être un opérateur avec des rôles beaucoup plus clairs, beaucoup plus impactants, beaucoup plus signifiants pour les citoyens. Peut-être qu'il y a certaines compétences à enlever, mais je pense par exemple, et je vais y revenir dans la troisième question, je crois, que vous avez une compétence supplémentaire en matière de prévention santé. Ça, c'est la première chose. Premier principe, c'est donc, vous êtes à la fois une entité géographique indispensable pour territorialiser. Alors juste un mot, pourquoi il faut territorialiser la protection sociale? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien compris. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus gérer à partir de Paris le système de perte d'autonomie, le système d'aide sociale à l'enfance et autres? C'est parce qu'on est sur des risques qui se sont allongés, des risques sociaux qui se sont allongés. On est passé de risques courts, des pathologies aiguës, des pertes d'autonomie qui duraient quelques semaines, à des risques extrêmement longs. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Pas toujours. Quand c'est le chômage, c'est une mauvaise nouvelle que le risque s'allonge. Et on peut parler du chômage aussi. Et en fait, l'allongement des risques change radicalement la gestion de ce risque, c'est-à-dire que là, vous êtes obligé de gérer des parcours. Vous ne pouvez pas gérer ponctuellement des accompagnements et des aides, mais il faut gérer dans la durée des parcours. Et donc, il y a des considérations sociales et il y a des considérations dans le temps à gérer. Et pour ça, vous avez besoin d'un territoire. Quel est le territoire à partir de laquelle je considère que chaque personne diabétique doit trouver l'ensemble des produits et services dont il a besoin? Eh bien, je suis obligé de définir ce territoire. Je pense que c'est ce territoire. Parce que la proximité. Parce que la proximité est indépendante. Et parce qu'il faut que les acteurs s'organisent dans une unité géographique. Si vous lui dites, écoutez, il faut répondre à cette exigence-là, oui, mais je commence où? Et on voit bien que la problématique de toute la territorialisation de nos politiques publiques en matière de protection sociale, elle se heurte au fait que je ne sais pas où est mon territoire. Donc, pourquoi je pense au département? Ce n'est pas parce que je suis ici aujourd'hui, c'est que 100% des Français connaissent l'unité territoriale qui est le territoire. Mais alors, attendez, pardon, juste un mot. On parle beaucoup de chefs de file et de coordination. Quel rôle vous voulez faire jouer au département? Peut-être l'appliquer sur santé-autonomie pour vous dire très concrètement et descendre dans le concret. Mais j'aurais juste les deux autres principes qui découlent du diagnostic, parce qu'encore une fois, tout part du diagnostic. Moi, je pense que le département doit s'occuper de ce que j'appelle le CAPEX social et de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire de la notion d'investissement. Votre rôle, c'est d'être un investisseur et d'être un opérateur. Donc vous avez besoin de personnel qualifié pour accompagner ces parcours, et vous avez besoin d'investir à la fois, on va le voir dans le capital humain, dans les routes, etc. Donc je pense qu'il faut une ligne de partage entre ce que l'on considère de l'investissement et de ce que l'on considère la dépense courante sociale, qui n'est pas de votre ressort. Parce qu'il y a un principe très important, si vous voulez qu'un système social soit à l'équilibre, c'est qu'il faut qu'il y ait la dynamique des recettes qui soit en phase avec la dynamique des dépenses.
Et on en est très loin dans votre cas. Et c'est pour ça qu'on a des systèmes contributifs qui font que vous avez des cotisations sociales ou des impôts type CSG qui sont quand même dépendantes de l'activité économique, du développement économique, et dont le niveau est à peu près comparable à la hausse des dépenses. On en est très loin dans le modèle économique du département. Donc moi, je pense qu'il faut, comme principe, travailler. Le troisième principe, c'est évidemment de travailler sur cette autonomie financière dont je parlais. On va me dire, bah oui, mais on n'est pas seul. Oui, mais il faut mettre quelque chose sur la table. Je pense qu'il y a plusieurs solutions possibles, en regardant sur la fiscalité locale, en regardant sur quel type de fiscalité nationale vous avez plutôt intérêt, entre guillemets, à vous brancher. Si vous êtes branché sur de la TVA, vous allez être sur une dynamique plus importante que si c'est essentiellement une dotation globale dont vous n'avez strictement aucun contrôle. Il y a du patrimoine au niveau départemental, il y a peut-être de la valorisation à trouver dans le modèle économique. Donc je pense que sur le plan de l'autonomie financière, il y a quelque chose à construire. Alors sur l'autonomie des personnes âgées, comment vous le déclinez et quel rôle vous faites jouer au département ? Alors, très concrètement, je vais démarrer par la santé pour vous allez voir, parce que l'autonomie des personnes âgées, c'est la continuité du système de santé, si vous me l'autorisez, en quelques mots. Vous allez voir. Donc, notre système de santé a besoin, je ne parle pas de l'action nationale, a besoin d'être territorialisé. Encore une fois, pour la raison que je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut gérer des parcours de personnes, et puis il faut gérer ce qu'on appelle de la santé publique, c'est-à-dire avoir une approche populationnelle et préventive. Vous savez que la meilleure façon de faire des économies, c'est évidemment de baisser la demande de soins en améliorant l'état de santé de la population. C'est peut-être tautologique ce que je vous dis, mais ce n'est pas du tout ce que l'on fait, puisqu'on s'acharne uniquement sur le soin en négligeant l'amont, qui est là où vous avez le levier le plus important. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir de politique de prévention efficace ? Parce que d'abord, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Personne ne pilote ça, parce qu'il faut que ça soit piloté à l'échelon local. D'accord ? Parce que la prévention, c'est beaucoup de social, c'est beaucoup de lutter contre les inégalités sociales, c'est permettre à tout le monde d'avoir des comportements qui soient sains, etc. Donc il faut un pilote local. On ne l'a pas, ce pilote local. Donc moi, je pense que si j'étais en tout cas à la tête d'un département, je ferais tout pour avoir cette compétence qui colle très bien à votre ADN et qui permet à la fois d'avoir une valorisation de toutes ces politiques sociales que vous faites à des fins sanitaires et d'être une solution absolument déterminante pour notre système de santé parce que nous ne trouvons pas justement cet opérateur local. La deuxième chose, c'est donc en termes de territoire. Je vous l'ai dit, il y a autant de territoires que de secteurs. Vous avez un territoire pour la médecine de ville, un territoire pour l'hôpital et des territoires pour la permanence des soins. Et donc, je pense que le territoire de santé devrait être le département. J'ai pas encore, le conseil départemental, il est opérateur de la prévention non médicalisée. Je ne dis pas que vous avez des compétences sur les professionnels de santé. Je dis que l'unité territoriale doit représenter le territoire de santé à la tête de laquelle je mets un groupement territorial de santé avec 4 collèges qui représentent les professionnels de santé, les élus locaux, dont vous, évidemment, parce que la santé, c'est des routes, c'est du logement, c'est tout ça, on ne le sait pas, mais 80% des déterminants de santé sont à l'extérieur du système de soins. Donc sans le savoir, évidemment, vous êtes un acteur de santé, donc vous devez être dans ce groupement territorial de santé. Je mets les représentants de l'ordre territorial. Et donc, j'ai un pilotage qu'on peut appeler une forme de démocratie locale qui a la responsabilité, non pas de faire la stratégie de santé, non pas de financer quoi que ce soit, mais de coordonner et de trouver les solutions aux problèmes locaux qui se trouvent. On pourrait parler des déserts médicaux. Je peux vous dire que si vous avez cette organisation territoriale pensée, et si vous avez d'un côté les maires, le conseil départemental, les professionnels de santé et le conseil de l'ordre, vous allez voir comme on va trouver assez rapidement des solutions très efficaces. Je vous rappelle que ce n'est plus un problème démographique. On se recroqueville en dire « Ah, on a un problème démographique », mais on n'en a plus, en fait, si on regarde vraiment les chiffres. Donc, c'est vraiment un problème d'organisation. On a les outils. On a le contrat territorial de santé, le diagnostic territorial de santé, le projet territorial de santé. Vous mettez département à la place de territoire et vous avez le chose. Alors, concernant l'autonomie... Attendez, juste une question. Pardon. Qu'est-ce que vous faites des ARS là-dedans ? Alors, bonne question. Mais la question, il y a des directeurs d'ARS. Alors, mais c'est pour d'autres raisons. On a tenté l'agencification de l'État, pas simplement en santé, dans d'autres domaines. On a vu que ça avait des limites.
Pourquoi ça a des limites? C'est parce qu'on a créé des agences en parallèle avec un préfet, qui est un préfet sanitaire en parallèle des préfectures. Et in fine, on l'a vu pendant le Covid, mais ça n'a pas eu de conséquences, qu'en fait, ces agences connaissent assez peu la santé publique. C'est avant tout des agences administratives. Et ce n'est pas parce que vous avez un ou deux experts dans le deux, mais l'essence de l'ARS est avant tout administrative et connaissent assez peu les territoires. Donc on en voit tous les jours les limites. Quand vous avez une essence essentiellement administrative, vous tentez de contrôler tout ce que vous pouvez contrôler par de l'administratif et par des normes. Et quand vous allez dans un hôpital, dans un cabinet médical, la première chose que vous dit un professionnel de santé, il y a une perte de sens dans nos métiers parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire sans demander l'autorisation à l'ARS. J'étais à un congrès de l'AMF 72 il y a 3 semaines où les questions des maires, c'était « Monsieur directeur de l'ARS, moi ça fait 6 mois que je vous ai envoyé un dossier, j'attends toujours la réponse. » Bon, donc vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que nous proposons d'intégrer ces agences-là dans un service des préfectures. Les préfectures ont vous avez une préfecture régionale, une préfecture départementale et vous avez même des sous-préfectures. Enfin, qu'est-ce qui justifie que la santé soit traitée différemment en matière de services de l'État? J'ai pas de raison pour justifier ça. Et l'expérience, si on est... J'essaye d'être très froid et très objectif dans la chose. On a tous des biais cognitifs. Mais l'expérience de ces 15 ans, et en particulier du Covid, montre qu'il faut absolument changer ça. Et ça permet, quand vous avez le territoire départemental, d'avoir un fonctionnement très naturel, parce que ça fait des années, des décennies que vous avez l'habitude de travailler avec ce duo de l'État qui est dans la préfecture plutôt que dans la chose. Et pour finir, à ce congrès, il y avait les deux, il y avait le préfet et la chose. Et en fait, vous vous apercevez que vous ne pouvez pas avoir de réunion avec une ARS sans qu'il y ait le préfet. Et vous ne pouvez pas avoir une réunion avec le préfet sans qu'il y ait l'ARS quand vous parlez de santé. Donc vous voyez bien qu'il y en a un de trop. En une phrase et en conclusion de votre propos, quel rôle vous voulez faire jouer au département pour l'autonomie des personnes âgées, chef de file, coordinateur, dans ce contexte? En une phrase. Et alors l'autonomie, on parle de plus loin parce qu'il y a un vrai problème de financement. Quand je vous dis qu'il faut trouver un nouveau modèle économique, on a travaillé sur un modèle économique pour 2050. Donc il faut évidemment d'abord rendre ce système vraiment assurantiel. C'est une fausse branche assurantielle puisqu'elle est payée à 92% par de l'impôt. Donc en fait c'est un budget de l'État qu'on a déguisé comme une 5e branche parce que ça fait bien, mais il faut la rendre vraiment une branche assurantielle ou alors on en fait un service de l'État. Donc on propose nous une cotisation sur les 50% des retraités les plus aisés parce que c'est la base qui va croître. C'est-à-dire que vous avez une base qui augmente et donc vous avez des taux qui restent faibles. Ce qui vous permet de vous dégager dans ce financement, en grande partie de ce financement des APA et tout ça, et ce qui permet d'avoir un mix entre une cotisation et de l'impôt. Je pense que donc vous n'êtes plus, mais c'est une position que je suis prêt à défendre, mais donc vous n'avez plus le financement de cette hausse, parce qu'on sait bien que la forte hausse est devant nous. Le département, il est opérateur public du service public départemental, qui existe dans les textes, mais qui n'existe pas vraiment dans la chose, c'est-à-dire que vous avez la responsabilité de s'assurer qu'il y ait un schéma départemental d'évaluation de la demande et qu'il y ait une offre qui soit en adéquation avec cette demande. Vous êtes chargé d'évaluer les parcours qu'il faut mieux structurer. On pense qu'il faut contractualiser les parcours de ces personnes âgées comme les parcours des patients chroniques et là les contractualiser avec vous. Donc vous jouez ce rôle-là d'évaluateur. Voilà. Donc en conclusion, moi je pense, mais j'espère me tromper, que vous êtes dans une situation qui est intenable durablement parce que si on continue sur le modèle qu'on a aujourd'hui, le pire est à venir. Tout simplement parce que les dépenses sociales dans des modèles qui ne sont pas optimisés ne peuvent que continuer à croître et être gérés au rabot. Et donc ça, vous allez en être directement responsable. En revanche, le projet politique que j'ai essayé en quelques minutes de vous proposer, à mon avis, est extrêmement porteur parce qu'il vous permet d'avoir un projet politique fort pour les 50 ans à venir et aussi de régler une grande partie de la refonte des modèles sociaux sur les personnes les plus vulnérables. Je vous remercie. Frédéric Bizard.
Alors, on va décliner, à partir de ce constat, de ce diagnostic partagé ou non, on va décliner 3 thématiques et on va essentiellement aller d'abord sur le RSA et le chômage, vous l'évoquiez à l'instant, et on parlera bien sûr du vieillissement et on reviendra sur la jeunesse avec notamment l'ASE. On va parler du chômage et des départements et des difficultés qu'ils ont à maîtriser ces dépenses imposées par l'État. On va le faire notamment, mesdames et messieurs, avec nos orateurs et notamment le directeur général de France Travail, Thibaut Guilhuy, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Prenez place, s'il vous plaît. J'appelle le président Bierry, le président Maël de Calan et Sébastien Mencini à me rejoindre, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, allez-y. Le sénateur Philippe Folliot est avec nous aussi, s'il vous plaît. Voilà, on a dû... Messieurs, prenez place. On garde Frédéric Bizarre, vous pourrez le interpeller. Donc Thibaut Guilhuy, directeur général de France Travail, merci de venir ici confronter à la fois votre réforme, là où on en est, on vous a reçu l'an dernier notamment, et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Monsieur le sénateur Philippe Folliot, sénateur du Tarn, vous êtes chez vous, ici, ancien député, conseiller général et conseiller départemental longtemps, et coprésident de l'Alliance centriste. Avec nous aussi, donc, 3 présidents de département. Sébastien Mencini, vous êtes président de la Haute-Garonne. Maël de Calan, président du Finistère. Et Frédéric Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace, vice-président de département de France et président de la commission Solidarité, Santé, Travail. Je commence par vous, président Bierry, si vous voulez bien, en vous demandant un peu de nous définir, c'est avec la même question à vous 3, hein. Après cette intervention, d'abord, vous pouvez peut-être réagir à ce que nous a dit Frédéric Bizarre, nous dire si vous le sentez comme ça, aussi ce rôle de coordinateur qui va un peu plus loin que coordonner, tout de même, qui récupère avec les services de l'État, qui eux-mêmes auraient récupéré les services de l'ARS au moins au niveau départemental. On voit bien qu'il s'articule là un projet qui est un peu différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire les départements étouffés par les dépenses imposées par l'État? Vous, depuis votre département, région, là, presque, qui est la communauté européenne d'Alsace, quel constat, quel état des lieux vous faites et que vous voulez livrer, notamment à Thibaut Guilhuy? On parle d'abord précisément du chômage. Hein. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup. Plusieurs remarques au préalable. D'abord pour dire que l'action sociale, elle est d'abord de proximité. C'est notre capacité à être dans la dentelle. C'est ça qui fait la force aujourd'hui des départements, c'est d'être en capacité d'accompagner en proximité nos concitoyens et donc d'être adaptés à leur réalité de vie et à leurs besoins sociaux du moment, quels que soient d'ailleurs les sujets sociaux de l'enfance, vieillissement, handicap et insertion. Ce qui est extrêmement compliqué pour les collectivités départementales, c'est que depuis un certain nombre d'années, on a rogné de plus en plus le pouvoir d'agir. Et dans le pouvoir d'agir, il y a les droits à agir, il y a les moyens à agir, il y a la maîtrise des moyens à agir. Donc à la fois, on a été privé de recettes de fiscalité, on n'a aujourd'hui plus d'autonomie fiscale, on a été privé de moyens, on a eu beaucoup de normes nouvelles qui ont des effets d'éport sur nos dépenses. Par exemple, si on parle d'indemnisation du chômage, le fait qu'on réduise le temps d'indemnisation, ça a forcément un déport sur les dépenses de RSA. Sauf qu'on n'a pas fait d'étude d'impact de cette situation-là. Et donc on se retrouve comme ça avec des dépenses qui augmentent, plus un effet volume social qui, au regard de la précarité et des difficultés que nos concitoyens exposent. Et donc aujourd'hui, on est dans ce contexte-là où le droit à agir nous a empêchés, par exemple, on a le droit de s'attaquer aux conséquences du RSA, mais pas aux causes du RSA. On n'a pas le droit de faire de l'économie suite à la suppression de la clause de compétence générale. Donc on nous a renié sur les droits, les moyens et la maîtrise des moyens. Et c'est ça qui est très compliqué, dans un contexte où, socialement, on a 2 gros sujets devant nous. Il y a le sujet aujourd'hui de la protection de l'enfance qui a aussi explosé. On y viendra dans la troisième table ronde. Et puis le vieillissement. Oui. Sur le RSA, qu'est-ce que ça représente les chiffres chez vous, par exemple, et qu'est-ce que vous essayez de mettre en œuvre? Sur le RSA, on a été quand même de nombreux à mener une action très forte et on a eu un partenariat très positif avec France Travail pour réduire le nombre de bénéficiaires du RSA.
mais quand le choix est fait d'augmenter le RSA en contrepartie, le gain qu'on a eu en nombre de bénéficiaires du RSA en moins a été malheureusement souvent couvert par l'augmentation des minima sociaux qui, chaque année, a eu un impact sur nos dépenses. Alors, on était dans un contexte où le chômage était plutôt en baisse, mais aujourd'hui, la situation est en train de s'inverser. Donc, on risque d'avoir une augmentation, et on a déjà une augmentation de la précarité de nos concitoyens qui retombe après, pour nous, sur la charge du RSA. Alors, je vais en Haute-Garonne maintenant avec vous, Président Ossini. Le contexte aussi pour vous et les ciseaux dans lesquels vous êtes pris aujourd'hui entre dépenses imposées et difficultés, du coup, à investir. Bon, on connaît les chiffres en macro à l'échelle de tout le pays, les 6 milliards de dépenses supplémentaires imposées par des décisions. Ce n'est pas une évolution de la dépense sociale, c'est des décisions ministérielles de revalorisation, d'élargissement de critères d'intervention. On pense au tarif socle, à la prestation handicap pour les familles accompagnantes et la parentalité. Bon, des revalorisations certes nécessaires, louables, mais sans aucun financement. La question qu'on doit poser, moi je ne sais pas si notre socle est ébranlé. Je ne sais pas si c'est les fondations d'une institution de 265 ans, 35 ans, qui a été bouleversée. Ce que je sais, c'est qu'en 8 ans de réforme, il y a un modèle de financement complètement obsolète. Donc, quand je commençais au département, c'était en 2015, premier mandat, je deviens vice-président aux finances. Je gérais un budget dont on avait l'autonomie et le choix de taux d'imposition à 56%. Du budget, ça représentait cela, les impôts locaux. Aujourd'hui, c'est 3,5%. On voit bien que la perte d'autonomie financière nous a incapacité finalement à pouvoir répondre à des décisions qui peuvent être prises nationalement dans des politiques nationales. Là, ce qu'on peut constater depuis 2022, c'est que des décisions ont marqué profondément, bouleversé profondément la structure financière de nos collectivités. Moi, les décisions en matière sociale et RH qui ont été prises depuis 2022, c'est 250 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Je ne parle pas en nombre de bénéficiaires supplémentaires, je parle d'impact de décisions prises nationalement. Où a été la compensation ? Ça a été de l'écrêtement de TVA, du transfert de fiscalité qu'on avait en autonomie, CVAE, taxe foncière, pour une part de TVA que personne ne maîtrise. Et visiblement, on n'est pas les plus mauvais gestionnaires en matière de prévision de recettes financières. Parce que ce n'est pas nous qui nous sommes plantés sur les prévisions d'encaissement, de recettes et d'imposition. L'impact, après, derrière, il se traduit comment ? Vous avez parlé de rabot, mais jusqu'à preuve du contraire, l'ensemble des départements français font face à leurs obligations de dépenses sociales et de dépenses en matière de ressources humaines. Je ne connais pas des établissements sur lesquels nous sommes en défaillance de financement, ce sur quoi nous devons payer. Oui, est-ce qu'on le fait RSA, assez ? l'APA, vous la payez. Quand il y a Est-ce qu'on fait assez après par rapport à ce qu'on connaît des défis ? Le choc du vieillissement, ah ben non, ça, tout le monde sait qu'on ne fait pas assez. Sur les EHPAD publics, on sait qu'il y en a presque 3 sur 4 qui sont en situation déficitaire. Je ne parle même pas des services d'aide à domicile quand on parle du tournant domiciliaire sans la moindre financement. Donc moi, j'inverse le raisonnement. Pourquoi penser de la recentralisation ? Pourquoi penser de la reconcentration ? Non, mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Nous avons les services qui peuvent agir en proximité. Nous avons la connaissance du territoire. Nous avons les bras, en quelque sorte. Les travailleurs sociaux, ils ne sont plus du côté de l'État. Dans le médico-social, les équivalents temps plein sur le département de la Haute-Garonne de l'ARS, c'est à peu près 52 équivalents temps plein. Moi, dans le médico-social, rien que les agents du département, je ne parle pas de nos partenaires, c'est 1800 agents. Donc, les capacités humaines à faire, à connaître son territoire, à suivre les usagers, c'est nous qui les avons. Donc le modèle bizarre, il vous plaît plutôt. C'est les finances. Comment ça se fait qu'on finance aujourd'hui une très grande partie de la solidarité nationale à travers des frais de notaire et de la TVA ? C'est quelque chose qui dysfonctionne. C'est ubuesque. Pourquoi il n'y a pas un modèle de cotisation sociale territorialisée ? Ça fait 3 ans qu'on réclame une part de CSG. Alors, est-ce que c'est la CSG ou est-ce qu'il faut faire évoluer des cotisations sociales qui sont apparentées à la CSG? Il y avait eu des pistes évoquées dans le rapport Woerth sur les retraités, justement. Il y a 2 fiscalités qui existent. Pourquoi elles ne sont pas transférées au département? Elles vont où, d'ailleurs? Elles financent quoi, ces cotisations? On peut s'interroger, puisqu'elles ont été
créées pour financer l'autonomie. Elles n'arrivent pas en intégralité, en tout cas auprès des départements. Maël de Calan, alors, avant qu'on en vienne plus spécifiquement au RSA et avec la façon dont, la vision que vous avez de cette politique, et puis ce que vous avez essayé de faire aussi dans le Finistère, votre vision à vous de ce que vous appelez un paradoxe complet entre l'État, généreux avec vos moyens, et le fait qu'il vous fait du reproche parce que vous dépensez trop alors que c'est lui qui a fixé les dépenses. Oui, moi je crois que comme la plupart ici là, des participants, peut-être la quasi-totalité, j'ai été, comme écolier français, nourri de la pensée logique, la pensée cartésienne, pensée un peu arithmétique, et ce qui est illogique me choque. Et voir comme la quasi-totalité des collègues, parfois dans la même journée, dans la même journée, j'insiste, comme dans un drame, vous savez, où il y a l'unité de temps, de lieu et d'action. Acte 1, l'État décide de dépenser davantage, de faire grossir le modèle social. Alors, un jour, c'est l'extension du Ségur, le lendemain, c'est les taux d'encadrement de l'aide sociale à l'enfance, et le surlendemain, ça va être la revalorisation du RSA, ça c'est l'acte 1. Acte 2, l'État, qui est impécunieux, eh bien, transfère cette charge au département. Acte 3, dans la même journée parfois, la même majorité va critiquer, avec des effets de tribune, la dépense locale qui dérive. Et ça, je pense que si tous les collègues peuvent entendre que les comptes de la nation se dégradent, tous les collègues peuvent entendre que, y compris les départements, doivent contribuer à la mesure de nos moyens et à la mesure aussi de notre responsabilité dans le déficit et la dette. Mais je crois que personne n'accepte plus, ne serait-ce que de parler et d'échanger avec des gens qui, dans la même journée, eh bien, réussiraient à augmenter nos dépenses tout en critiquant cette augmentation. Et puis la deuxième chose que je voulais dire pour filer sur mes collègues, conviction très forte, puisque les notions de recentralisation sont parfois évoquées pour répondre à la crise des départements. Je vais le dire de manière un tout petit peu, peut-être pas démagogique, mais en tout cas un tout petit peu synthétique. Je crois que le pire département de France, puisqu'on est tous plus ou moins bons dans nos différentes politiques, le pire des départements de France sera toujours meilleur dans la gestion du RSA que la CNAF si on recentralisait. Le pire des départements de France sera toujours meilleur que les DAS si on recrée les DAS. Donc ce qui a été évoqué par mon voisin ici à la tribune tout à l'heure, de décentraliser des moyens de l'État ou de déconcentrer les moyens de l'État, ça a été évoqué tout à l'heure par le président Larcher, pour confier soit au préfet de département, soit au président de département des moyens d'action supplémentaires. Je pense que ça va dans la bonne direction. On pourrait avoir d'autres exemples qui nous permettront de dégager des marges d'efficience. Bon, mais je vais permettre à Thibaut Guilluy de répondre, mais pardon, qu'est-ce que vous avez fait de spécifique? Qu'est-ce que vous faites de spécifique pour répondre sur la gestion du RSA, dont vous dites par ailleurs, on l'a dit, ce n'est pas un secret en préparation, vous m'avez dit, la politique du RSA, c'est un échec. Qu'est-ce que vous avez fait qui fait que vous faites mieux les départements qu'une politique nationale? Alors c'est un échec en France parce qu'on a ce paradoxe que tous les départements connaissent, qui est que dans le même pas de temps, on a des dizaines de milliers d'offres d'emploi qui sont non pourvues. Dans le Finistère, comme j'imagine en Alsace et en Haute-Garonne, il y a des milliers d'entreprises qui ne parviennent pas à recruter. Puis dans le même temps, on a des dizaines de milliers d'allocataires qui ne réussissent pas à bosser. Et au milieu de ce paradoxe, si on sort un peu des grands discours, il y a un discours dit de gauche, mais je pense que ce n'est plus le cas, de la victimisation et de l'excuse, et un discours dit de droite, de la stigmatisation des allocataires. Si on sort de ces deux discours qui sont tous les deux impuissants à remettre des gens au travail, et qu'on se concentre sur le discours de l'efficience, il faut regarder pourquoi est-ce que des gens n'arrivent pas à recruter et d'autres n'arrivent pas à bosser. Et là, on rentre dans le détail, on ouvre la caisse, et j'insiste, seules des collectivités locales, comme tu disais tout à l'heure, au plus près des usagers, sont capables d'ouvrir la boîte pour comprendre très précisément. Mais concrètement, par exemple, vous en Finistère, qu'est-ce que vous avez fait? Concrètement, dans le Finistère, en 2021, on ne recevait pas un seul allocataire quand il arrivait au RSA. Désormais, on les reçoit tous dans les 4 semaines qui suivent leur inscription au RSA. Mais ça, c'est France Travail qui le fait, c'est pas vous? Non, c'est le département. C'est d'abord le département qui oriente ensuite vers France Travail. Je m'entends très bien avec le Finistère. Elle n'est pas mettre Et donc vous êtes d'accord avec de l'eau dans le gaz. Non, attendez, donc vous les recevez et vous les réorientez vers France Travail ensuite, c'est ça? C'est un exemple, pour certains d'entre eux, c'est un exemple parmi 40 par le passé. On avait des solutions d'accompagnement et de coaching, si vous voulez, pour moins d'un tiers des allocataires, avec France Travail, avec l'État, avec lesquels on travaille très très bien.
On a décidé d'en créer plusieurs milliers supplémentaires, sans coût d'ailleurs supplémentaire. Désormais, on a des solutions pour quasiment les 2 tiers des allocataires. Jusqu'à présent, le premier rendez-vous non honoré n'aboutissait à aucune sanction, pas plus que le deuxième ou le troisième. Désormais, dans le Finistère, et puis après, il y a des choix politiques qui peuvent être différents. Désormais, dans le Finistère, le premier rendez-vous non honoré, s'il n'est pas assorti d'une excuse valable, aboutit à la suspension immédiate du RSA. Vous le faites, ça? Mais on le fait, ça fonctionne très bien. Et je peux vous assurer d'ailleurs, que mes collègues de gauche y viennent parce qu'ils constatent que c'est l'intérêt des allocataires eux-mêmes qui ne sortiront jamais de la pauvreté s'ils ne se dirigent pas vers nos événements emploi. Conclusion, simplement pour revenir au thème de la table ronde, si on donne aux départements sur leur politique, mais je parlais des préfets tout à l'heure, on pourrait parler des communes pour certaines de leurs compétences, si on leur donne les outils. C'est le seul point de désaccord que j'avais avec vous tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a des dépenses sociales qui ne sont pas pilotables, mais qui peuvent l'être demain. Si on a une capacité de nature réglementaire à adapter les règles. On pourrait parler de l'insertion des travailleurs indépendants qui sont allocataires du RSA et de bien d'autres exemples. Si on donne les outils à des acteurs de proximité, là, vous aurez des gains d'efficience qui seront gigantesques. Alors, Thibaut Guilluy, comment réagissez-vous? Vous ne pouvez pas répondre pour l'État sur le plan des dépenses imposées, tout de même, peut-être un peu sur le RSA, dans la gestion et la réforme que vous avez menée, et la relation que vous avez ou non avec les départements. Qu'est-ce que tout ce débat vous inspire? Non, ne continuez pas le débat, s'il vous plaît, là, parce que sinon, on est perdu. On était d'accord. Thibaut Guilluy qui vous répond à tous les trois. Ouais, mais me mettez pas en opposition, en fait, on travaille ensemble. Ah non, je ne me mets pas en opposition, je me mets en cohérence avec... Non mais bon, d'abord, globalement, tout ce qui vient d'être dit, moi j'y souscris complètement. La logique, alors moi je suis jamais d'abord complètement à l'aise avec le mot centralisation et décentralisation. Qu'est-ce qu'on décentralise? Qu'est-ce qu'on recentralise là-dessus? Moi je suis plutôt pour l'hyperconcentration des outils et l'hyperdéconcentration des décisions. Et plus les décisions sont prises au plus près du terrain et de ceux qui assument les responsabilités, et le mieux c'est. Et c'est en ça que, effectivement, donner les moyens au territoire, par exemple en matière de politique d'emploi, où les gens cherchent un travail, où les entreprises cherchent des candidats, c'est au niveau du bassin d'emploi. Donc si on n'associe pas le bassin d'emploi dans les politiques, dans ces politiques-là, ça ne peut pas fonctionner. Les décisions doivent se prendre au plus près des territoires. Maintenant, si on décentralise tous les systèmes, à l'heure quand même où la data, l'intelligence artificielle, la technologie, on le voit bien d'ailleurs avec nos difficultés de système d'information, eh bien, à chaque fois qu'on décentralise une politique, on décentralise aussi les outils qui permettent de partager, d'interopérer là-dessus. Et c'est là où on crée énormément de complexité dans notre système et que finalement, on devient incapable d'agir de façon efficace sur le terrain. Et finalement, moi, je suis assez, assez fier pour le moment de ce qu'on a commencé à planter comme graines avec les départements depuis 2023. D'abord, je ne crois pas aux politiques publiques tombées du ciel. Le RSA, c'était inventé, c'était une belle invention. D'ailleurs, ça s'appelait le RMI. Et oui, on a juste oublié le I de l'insertion en route. Ce qui fait qu'on est passé de 0 à 150 000, ça c'était censé être le maximum pour Michel Rocard, à 2 millions de bénéficiaires du RSA depuis son invention. Pourquoi? Parce qu'on a confié ça au département, qui avait la responsabilité de l'insertion, sauf que l'insertion, quand on n'a pas les moyens de la formation, quand on n'a pas les offres d'emploi des entreprises, quand on n'a pas la capacité à mobiliser la levée des freins périphériques, 30% des bénéficiaires du RSA sont des femmes isolées avec enfants, problèmes de garde d'enfants, les problèmes de mobilité, etc. Comment voulez-vous que le chef de fila puisse assumer en responsabilité une politique efficace? Et donc, ce qu'on a, j'ai envie de dire, dessiné ensemble avec les départements, petit à petit, en acceptant finalement de partir de la feuille blanche, c'est de se dire d'abord on va commencer petit, on a démarré 18 départements, puis 49, puis maintenant on est dans une montée en puissance. Ce qui se passe dans le Finistère, ce n'est pas la même réalité qu'à La Réunion et ce n'est pas du tout la même réalité que dans la Creuse. Et donc du coup, qu'est-ce qui va être finalement des règles de fonctionnement efficaces pour tout le monde? Et là, dans ces cas, il n'y a pas d'intérêt à réinventer des méthodes dans chaque département de France. Et qu'est-ce qui est la spécificité propre au territoire, compte tenu de sa sociodynamique, etc.
Ça, c'est ce qu'on a bâti ensemble et qui commence à produire des résultats. Pourquoi? Parce que le chef de fila, il est clair. Pour moi, c'est le département, évidemment, en copilotage avec le préfet, parce que ça embarque aussi des politiques d'insertion. Et les opérateurs, moi, je ne suis qu'un opérateur d'État. Par contre, on a des capacités qu'on doit mettre à disposition derrière des politiques territoriales. Et pour répondre, je pense, sur le Finistère, en fait, l'accueil n'est pas fait par le département. Il est fait sous la responsabilité du département, mais avec les bonnes personnes au bon moment. Et que quand c'est une personne qui est proche de l'emploi, bah, c'est peut-être mieux que ce soit un conseiller France Travail qui connaît bien toutes les offres d'emploi sur son territoire. Et quand c'est quelqu'un où ça fait 10 ans qu'il est au RSA et qui va avoir besoin d'une remobilisation, bah, nous, on est bien contents de pouvoir compter sur les équipes du département qui ont ce savoir-faire. Si on a envie de faire de l'efficacité, coopération, interopérabilité des systèmes et interopérabilité des connaissances. C'est ce qu'on est en train de faire sur le RSA qui commence à produire ses effets. Deuxième chose qui est totalement ignorée, la manière dont on construit les politiques publiques dans ce pays. L'investissement social. Alors si les départements, vous le comprenez bien, parce que comme vous devez être à l'équilibre, vous êtes obligé de gérer. Et donc, évidemment, si on a des dépenses d'allocation, bah, il va bien falloir les baisser si vous voulez investir dans l'insertion. Et ça, c'est une deuxième démonstration qu'on fait, c'est une logique de pilotage par l'impact. Et c'est bon pour le territoire, ça vous le comprenez bien, c'est bon parce que vos entreprises, elles recrutent plus facilement, le paradoxe dont parlait Maël de Calan. C'est bon parce que moi, je n'ai jamais vu un bénéficiaire du RSA se satisfaire d'être au RSA, sauf évidemment quelques-uns qui abusent du système. Mais l'immense majorité souffre de ne pas être au travail. Et entre les deux, bah, si on pouvait baisser les 12 à 13 milliards de dépenses d'allocation parce qu'on investirait un petit peu plus dans l'insertion, eh bien, ça serait gagnant aussi pour la dépense publique. Donc, on peut faire mieux avec moins. Et c'est ce qu'on est en train de démontrer avec les départements. Moi, ce que j'espère juste, c'est qu'on se donne un petit peu de temps. Parce que ce dont on est en train de parler, cette fabrique à efficacité, ça ne se fait pas en le décrétant avec un projet de loi et puis une date pour le déployer. On voit bien qu'on est dans l'apprentissage, on est bien qu'on est à bâtir de la confiance, l'interopérabilité des systèmes, etc., etc. 2023, là, les premiers départements qui sont lancés, c'est plus 30 points de retour à l'emploi. C'est des sorties de RSA plus de 20 points au-dessus de la moyenne nationale. Mais là, pour le moment, c'est tout petit. Comment on passe à l'échelle? Il faut se donner du temps, de la confiance. Et ça, c'est un deal entre l'État et les départements qui est essentiel pour qu'on puisse réussir. Je vais redonner la parole à un local de l'étape, si je puis me permettre, avec vous, monsieur le sénateur Folliot. Qu'est-ce que vous inspire cette discussion, vous, parlementaires? Vous êtes pour le département renforcé, vous m'avez dit, dans ce rapport entre l'État, la décentralisation et les départements, les collectivités. Force est de constater que l'Europe va mal, l'État va dans le mur, ou est même dans le mur, que les régions vont dans le mur, que les départements, on l'a dit depuis ce matin, vont dans le mur, que bientôt les intercommunalités et les communes vont aller dans le mur. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ce qu'on a fait depuis toujours, c'est-à-dire ces politiques du rabot, comme cela a été dit tout à l'heure, qui montrent leur inefficacité? Est-ce qu'on offre finalement les clés du camion aux populistes qui vont utiliser la tronçonneuse comme ça se fait outre-Atlantique, en Argentine ou ailleurs? Ou est-ce qu'on essaye de réfléchir sur une autre façon de faire? Et moi, je crois que cette autre façon de faire, ça va être de recentrer l'État sur ses missions essentielles et puis de confier un certain nombre de missions, mais de A jusqu'à Z, aux collectivités territoriales. Et pourquoi choisir le département? Parce que c'est l'outil de proximité issu de la Révolution auquel s'identifient nos concitoyens et que quand on est dans le fin fond du Tarn, ben, à certains égards, Toulouse ou Montpellier, c'est aussi loin que Paris ou Bruxelles. Et que donc, dans ce cadre-là, il faudrait essayer de tester un certain nombre de choses. Moi, j'ai un exemple très concret. La politique du logement dans notre pays, qui est très liée aussi à ces enjeux, c'est une insatisfaction globale, parce que nous votons des lois qui s'appliquent partout de la même façon, mais les problématiques d'accès au logement à Paris, à Neuilly, à La Courneuve, à Toulouse, à Muret, à Albi, à Castres, à Gaillac, à Carmaux, à Laconne, dans la montagne tarnaise, ben, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques. Mais on a un socle commun. Aujourd'hui, la politique et l'État, l'argent que consacre la puissance publique à la politique du logement, c'est près de 40 milliards d'euros.
pour une insatisfaction globale. En plus à cela, on rajoute des surcouches administratives avec donc des règles d'urbanisme qui sont totalement incompréhensibles parce que totalement uniformes et ne correspondent pas à des réalités de terrain. C'est le ZAN et tout ce que les élus locaux subissent par rapport à cela. Mais si on se disait qu'après tout, c'est 40 milliards, 25 milliards de dépenses et puis 15 milliards en gros de cadeaux fiscaux faits au travers des différents outils de défiscalisation, mais si on les confiait à la proximité, si on les confiait au département, déjà en prenant une décision symbolique, on supprime le ministère du Logement. Deuxième décision, c'est que ces 40 milliards, admettons, on en consacre une partie pour l'effort du redressement national, pour l'effort qu'on devra faire en matière de défense, eh bien, qu'il reste 35 milliards, et ces 35 milliards, eh bien, on les confie au département. Et pour que ceux-ci puissent mener des politiques qui soient des politiques au cordeau en fonction des problématiques locales et non pas un cadre national avec, bien entendu, quand on prend dans notre département du Tarn, vous prenez 2 villes moyennes près d'Albi, Gaillac et Carmaux. Il y a 2 logiques qui sont 2 logiques différentes. Il y a une commune qui est en situation démographique difficile par rapport à une reconversion industrielle avec beaucoup de logements vacants, une autre qui est dans une dynamique démographique. On applique le même logique et les mêmes problèmes. Et le département aurait cette capacité, je veux dire, comme il l'a montré qu'il était capable de le faire quand il a géré directement les collèges, donc de pouvoir prendre des décisions locales, d'avoir des capacités d'orientation entre des choix en matière d'aide à la pierre, d'aide à la personne, pour essayer de faire de telle sorte que nous puissions être plus efficaces, parce que c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Vous nous avez dit, je ne suis pas pour faire de la tronçonneuse à la Javier Milei, mais enfin, on vient de trouver le Javier Milei du Tarn, parce qu'à la tronçonneuse, il n'y a plus de ministère du Logement. Vous venez de le dire, on le supprime. Merci, monsieur le sénateur. Merci, messieurs, pour cette table ronde. Vous restez avec nous, s'il vous plaît, Frédéric Bizard. Je vous remercie, messieurs, pour cette table ronde. Et on va enchaîner maintenant avec...